J'enregistre l'événement. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet événement, à cette conférence dans le cadre des différentes activités de présentation de recherche du CRIPS, du Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales. Je me présente, je m'appelle Jonathan Durand-Folco. Je suis le directeur du centre de recherche ici, qui est situé à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je suis également professeur adjoint à l'heure actuelle dans l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Merci d'être présent en ligne. On espère avoir un peu plus de gens présents avec nous sur place, mais nous avons nos deux conférenciers, conférencières que je vais leur partager la parole à l'instant. Je ne serai pas trop long. Je vais pouvoir peut-être animer la période de discussion avec le support administratif technique pour les gens qui sont en ligne sur Zoom. Donc, je cède la parole à Sidilo, qui est étudiant à la maîtrise en innovation sociale avec nous et qui est l'organisateur de cet événement aujourd'hui. Donc, je lui cède la parole à l'instant. Et puis, merci beaucoup, Sidi, de présenter notre invité et d'introduire le sujet. Donc, je vous laisse la parole à l'instant. Oui, merci, professeur. Bonjour tout le monde. Bonjour à Sarah, la conférencière aujourd'hui. Nous remercions d'avoir fait le déplacement de Montréal à Ottawa. Alors, le sujet qui nous réunit ce matin concerne est relatif à la mise considérée comme un incubateur civique de projets pensant de la complexité des problèmes sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient actrice du changement? C'est une interrogation. Comment l'accompagner au mieux pour qu'elle puisse atteindre son plein potentiel et créer des solutions systémiques à des enjeux de société? Ce sont autant de questions qui intéressent notre conférencière aujourd'hui. Je vais te présenter très rapidement et qui est passionnée depuis toujours par les questions d'innovation sociale. Elle est d'une maîtrise en gestion et avec une spécialisation en entrepreneuriat. Travaille dans le domaine de l'innovation et l'accompagnement des communautés en France. Et elle a eu à travailler donc en France et en Suisse au sein du réseau Ashoka. Et elle a rejoint donc depuis la MIS, après avoir travaillé sur des projets de mobilisation, aussi bien locaux que nationaux, pour faire agrandir des programmes d'incubation et accompagner les porteurs et porteurs de projets à impact socio-environnemental. Alors, l'activité donc qui nous réunit aujourd'hui tourne autour des questions d'innovation sociale. Et la question qu'on se pose, si tout le monde n'est pas spécialiste, n'est pas l'innovation sociale, on peut dire, à titre d'introduction, que les auteurs ne s'accordent pas sur la définition de l'innovation sociale. Il y a beaucoup de définitions, mais les auteurs peuvent s'accorder quand même sur un certain nombre de principes et qui recoupent un peu la définition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire de France. L'innovation sociale, en gros, donc, et on s'accorde ici aussi au sein de l'école d'innovation sociale, c'est de rapporter des réponses nouvelles à des besoins nouveaux ou qui sont mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché ou de l'État. C'est-à-dire que le secteur privé ne prend pas en charge et que l'État n'arrive pas à régler. Et à partir de ce moment-là, ce sont des acteurs qui se lèvent pour prendre en charge ces questions-là, en impliquant donc forcément la participation et la coopération des acteurs concernés et des usagers. Alors, ça peut être un produit, ça peut être une organisation, ça peut être aussi un service. Donc, l'innovation peut porter sur ces différents éléments-là. Alors, ces innovations passent naturellement par un processus en plusieurs étapes, de l'émergence, en passant par l'expérimentation, la diffusion et même l'évaluation. Alors, du coup, les associations de citoyens et les entreprises de l'économie sociale et solidaire constituent un terreau extrêmement important, un véritable laboratoire d'innovation sociale. De même que certaines entreprises privées. Alors, dans cette grande veine-là, nous avons un organisme sans but lucratif
appelée MIS, la Maison de l'innovation sociale, qui se trouve à Québec, et qui aide les différents porteurs de projets socialement innovants à surmonter les phases cruciales ou critiques des 10 projets, à les développer et contribuer ainsi significativement à leur succès. Donc, de la sorte, ils participent à apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux. La MIS qui a été créée depuis 2016, donc, accompagne donc les projets. Considère moi personnellement que la MIS est un projet d'innovation sociale dont la principale mission, c'est d'éliminer, en relation avec les acteurs concernés, tous les obstacles entre de l'élaboration d'une idée à impact social à sa mise en œuvre, de manière à mieux contribuer à faire face aux défis sociaux et environnementaux. Parce que d'une manière générale, la MIS, la Maison d'innovation sociale, estime qu'il est très difficile pour les porteurs de projets d'embrasser la complexité, parce que les problèmes sociaux sont des problèmes complexes, on y reviendra. Alors, la MIS comporte en gros 3 grands programmes, dont l'incubateur civique, qui est géré par justement la conférencière aujourd'hui, mais il y a d'autres programmes comme l'innovation, le programme Les innovateurs sociaux en résidence. Là, c'est des entreprises que la MIS abrite en son sein et essaie de les accompagner. Ou alors, il y a des villes d'avenir, le programme qui est une composante d'activité de recherche et de développement social. Alors, je vais m'en arrêter là pour juste pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée de ce que c'est une innovation sociale et comment est-ce que maintenant la MIS va accompagner à travers son programme d'incubateur civique de projet, va essayer d'accompagner les gens et de les aider à avoir du succès dans le cadre de leur projet et avoir un impact social ou environnemental. Voilà, Sarah, donc je vous passe la parole. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Je découvre un super bel espace, l'atelier. Je suis heureuse aussi de vous rencontrer en ligne. En fait, c'est ça, je vais revenir un petit peu sur l'AMI, sur l'incubateur civique. Puis, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir une discussion. Donc, voilà. Effectivement, donc juste pour me présenter, effectivement, je suis la coordinatrice des programmes d'incubation à la Maison de l'Innovation sociale. Donc, c'est moi qui, effectivement, m'occupe de l'incubateur civique. Puis juste pour revenir un peu sur la MIS, qui on est. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. La technologie. Donc, à la MIS, il y a vraiment un principe qui nous guide, c'est qu'on croit que tous les membres de la société ont le pouvoir et la capacité d'imaginer des solutions aux défis sociaux et environnementaux qu'on vit aujourd'hui. Donc, on pense vraiment que tout le monde a le pouvoir d'agir là-dessus. C'est juste que souvent, les gens sont bloqués entre le moment où ils ont l'idée puis le moment où on doit transformer cette idée-là en projet. Donc, c'est vraiment ça qui guide notre mission. Donc, notre mission, c'est éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée, un impact social, environnemental positif et sa mise en œuvre. Donc, Sidi, tu l'as bien mentionné, on a effectivement 3 grands programmes à la MIS. Donc, programme d'accompagnement stratégique, programme de R&D social, programme de renforcement de capacité et des éléments transversaux aussi en lien avec la démocratisation de l'innovation sociale et le leadership de pratique. Donc, juste pour donner un peu de contexte là-dessus, pour ce qui est de notre bloc, disons, accompagnement stratégique, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider à la prise de décision pour les leaders territoriaux. Donc, on accompagne à la fois des organisations, on accompagne des acteurs dans des institutions, etc. Donc, vraiment sur des aspects de prise de décision stratégique pour faire face, quand on fait face à des enjeux complexes. Donc, ça peut être en lien avec des activités de veille, en lien avec du pilotage de démarches de réflexion, voilà, il y a plein d'éléments là-dedans.
c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est l'aspect de renforcement de capacité. Pour être honnête, c'est l'aspect que je connais le mieux, dont l'incubateur civique fait partie. Donc, c'est vraiment le bloc qui vise à déverrouiller les obstacles, disons, plus soft à l'innovation sociale, donc des obstacles qui se tiennent plus au niveau des individus ou des relations interpersonnelles. Et ça passe beaucoup par de la formation, l'incubation, donc notamment l'incubateur civique ou du maillage, par exemple. Donc, voilà, ce bloc-là. Puis pour le bloc de R&D social, donc on a vu que précédemment, l'objectif, c'était de déverrouiller les obstacles plus soft. Celui-ci, c'est plus pour s'adresser aux obstacles plus hard, plus durs, à l'innovation sociale, donc des éléments qui se trouvent au niveau plus structurel. Et donc, c'est dans ces programmes-là qu'on travaille sur des innovations réglementaires, des innovations financières, par exemple, à travers plusieurs projets. Donc, on a, par exemple, le laboratoire d'innovation civique et réglementaire, le LICER. Je ne suis pas très bonne avec les acronymes, excusez-moi, où on travaille beaucoup justement sur ces questions-là, donc l'innovation réglementaire, à travers des expérimentations qui incluent différentes parties prenantes, donc notamment les communautés, puis aussi et aussi donc des chercheurs, des acteurs municipaux, etc., pour travailler justement sur comment agir sur la réglementation pour faciliter les innovations à s'implémenter. Donc, c'est juste un exemple pour ça. Donc, on va revenir plutôt à l'aspect plus disons, le deuxième bloc, donc de renforcement de capacité, parce qu'on va parler un peu plus de l'incubateur civique. Donc, dans l'incubateur civique, si vous voulez, là, je vous présente un peu la vie des projets à impact social et des idées qui émergent chez les gens. Et on voit souvent qu'entre la phase juste avant, en fait, la phase de déploiement, il y a une grande partie des idées qui meurent, en fait. C'est ce que nous, on appelle la vallée de la mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, qui ont plein de très bonnes idées souvent pour pouvoir agir sur ces enjeux-là, mais qui ne savent pas forcément comment faire, ils n'ont pas forcément toutes les ressources, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la bonne idée, ils n'ont pas forcément toujours le sentiment d'avoir toutes les compétences, d'avoir tout le réseau. Et donc, c'est souvent à ce moment-là que les projets meurent. Et donc, c'est vraiment dans la vallée de la mort, disons, que l'incubateur civique se situe. Donc, l'incubateur civique, c'est un programme d'accompagnement qui dure 5 mois, donc dans lequel on accompagne 20 équipes de 1 ou 2 personnes par projet à déployer leur premier prototype à Montréal, voire au-delà. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de l'incubateur civique, les personnes se sentent qu'elles sont compétentes, qu'elles sont en confiance de pouvoir déployer leur projet. Donc, que ce sont les bonnes personnes avec le bon projet pour le bon impact. Donc, à qui s'adresse le parcours? Ce parcours-là s'adresse à une grande diversité d'acteurs, qu'il s'agisse d'individus qui ont une bonne idée et qui veulent aller plus loin avec leur idée. Ça peut être des collectifs citoyens ou des petites OBNL. Et on a une grande diversité de personnes en fait, qu'on accompagne qui ont des expériences très, très diverses. Donc, il y a des personnes qui ont une certaine expérience vécue d'une problématique qui cherchent à résoudre et qui veulent justement, à travers leur expérience, puis à travers le fait d'avoir navigué dans plusieurs enjeux, pensent à des solutions qui pourraient être mises en place. On a des militants qui sont très actifs sur un sujet, qui veulent pouvoir structurer un peu plus leur idée. On a des professionnels qui travaillent, qui connaissent très bien un enjeu et qui veulent en fait sortir des sentiers battus, sortir un peu du cadre, qui connaissent très bien, qui cherchent justement comment amener un projet innovant à la vie. Et puis, on a aussi des chercheurs qui ont une très bonne connaissance théorique de certains sujets et qui veulent mettre en pratique leurs connaissances à travers un projet. Pour parler un petit peu des critères de sélection du projet, en fait, on a 2 types de critères de sélection. On a des critères de sélection plus sur le projet, puis on a des critères de sélection plus sur les individus et les équipes. Donc, pour parler un petit peu des critères de sélection autour du projet, en termes de thématique, c'est un programme qui se veut multithématique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Et donc, c'est pour ça que les critères sont assez larges. On a quand même défini certains critères parce que, effectivement, on veut que ce soit des projets qui sont en lien avec
l'impact social et environnemental dans la perspective d'une transition socio-écologique juste, qui guide un peu tous nos programmes. Donc, les critères qu'on a construits sont en fait pas mal en lien aussi avec la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on commence par les projets qui sont en lien avec les besoins de base des individus. Donc, par exemple, le logement, la sécurité alimentaire, la santé, etc. Ensuite de ça, on peut aussi penser aux projets. En fait, une fois que les personnes ont répondu à leurs besoins de base, la question c'est de voir est-ce qu'ils se sentent inclus dans la communauté. Donc, est-ce qu'il y a de la diversité, l'inclusion, est-ce que on s'adresse aussi aux questions de discrimination systémique, pardon. Et puis, la question du renforcement du tissu social, une fois qu'on a parlé de ces sujets-là, comment les acteurs au sein de la communauté sont liés. Et puis, une fois qu'on a parlé de la communauté, dans quel environnement cette communauté évolue, donc toute la question de lutte au changement climatique, de régénération des écosystèmes naturels. Je pourrais vous donner des exemples de projets. Si on a le temps, je pourrais vous partager des exemples si vous voulez. Mais je vous invite à aller voir sur le site de la Maison de l'Innovation sociale. Donc, on a plusieurs... puis l'enjeu, c'est aussi que surtout, il y a beaucoup de projets qui sont dans plusieurs thématiques aussi. Donc, je vous invite à aller découvrir toute la diversité de projets qu'on a. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Les autres critères par rapport au projet, de notre côté, c'est des critères qui sont plus axés sur le fait que le territoire de déploiement des initiatives, donc en ce moment, c'est surtout l'agglomération de Montréal. Il y a aussi la question du stade de où sont rendus les projets, parce que nous, comme je vous montrais dans le tableau, on accompagne des projets qui sont vraiment au stade du pré-démarrage, donc qui sont encore vraiment au stade de l'idée ou qui ont expérimenté un ou deux éléments de leur projet, mais qui n'ont pas encore défini tout à fait leur projet. Des projets aussi qui présentent un caractère innovant, parce que c'est un peu ce que tu présentais tout à l'heure, le fait qu'on accompagne des projets en innovation sociale, donc le caractère nouveau, le caractère différent, puis le caractère aussi de comment ce projet-là pense répondre mieux que les solutions existantes à une problématique donnée, puis comment elle s'intègre en complémentarité de ce qui existe déjà. Et la question aussi du potentiel d'impact positif. Donc, la question de est-ce que ce projet-là s'adresse à une petite quantité de personnes de manière en surface, disons, ou est-ce qu'elle s'intéresse à un changement en profondeur auprès d'individus. Puis pareil, la quantité d'individus que ça va toucher. On a aussi des critères en lien avec l'équipe, parce qu'on accompagne à la fois les projets, mais aussi et surtout les individus qui constituent ces équipes-là. Donc, on a certains critères qui sont assez carrés. Donc, avoir plus de 18 ans, avoir la nationalité ou la résidence, être disponible aussi pour pouvoir consacrer du temps à son projet et aux activités qu'on propose dans le parcours. Donc, ça représente à peu près 7 à 10 heures par semaine. Les rencontres aussi se font pas mal en français, donc être capable de suivre une conversation en français. Et puis, pouvoir avoir accès à un ordinateur et à Internet, parce que pas mal des activités ont lieu aussi en ligne. Donc, pouvoir suivre tout ça de manière fluide. En termes de... en fait, il manque des choses là-dedans, parce qu'il y a aussi beaucoup de questionnements en lien avec le fait que nous, ce qu'on cherche en termes d'individus, beaucoup, c'est des gens qui sont motivés, des gens qui ont une perspective différente sur une problématique donnée et une connaissance profonde des enjeux qu'ils cherchent à résoudre, qui sont motivés à se faire challenger aussi, parce que c'est aussi un gros travail à faire sur soi, puis à faire sur son projet, accepter de se remettre en question et tout ça. Donc, c'est aussi des éléments qu'on prend en compte dans la sélection. Donc, c'est pas mal ça. Je peux parler un petit peu du processus de sélection. Donc, notre processus de sélection, on essaye en fait, que ce soit le processus de sélection ou le programme, on essaye de le faire de manière très inclusive. Donc, si vous avez d'autres idées pour compléter, n'hésitez pas. En gros, le processus d'appel à projet puis de sélection, ça dure entre septembre et décembre. Et le programme commence en janvier. Donc, la manière dont on fonctionne avec un formulaire de candidature qui est ouvert pendant à peu près 6 semaines. Avec des questions où on demande un peu d'expliquer le projet, d'expliquer où est-ce qu'ils sont rendus,
ça se veut vraiment à la fois utile pour nous, pour qu'on puisse se faire une tête sur les projets, mais aussi dans une perspective perspective pédagogique, en fait, pour que les gens, ça leur soit déjà utile, en fait, de répondre à ce questionnaire pour leur projet. Donc, on essaye de lier aussi des petites vidéos pédagogiques en lien avec les questions qu'on pose, etc. Donc, on essaye déjà de faire ça comme ça. Puis pour rendre ça un peu plus inclusif aussi, peut-être pour les gens qui ont un peu plus de difficultés, par exemple avec l'écrit et tout ça, on propose des séances de coaching lefto. Donc, pour les 15 premières équipes qui ont déposé leur candidature, on propose 1 heure de coaching ou 45 minutes de coaching avec une des coachs de l'incubateur civique. En l'occurrence, c'était moi les dernières fois, pour justement retravailler les éléments de sa candidature, puis approfondir certains éléments, on comprenne mieux. Donc, c'est vraiment pour les 15 premiers projets. Donc, il n'y a pas encore de sélection qui est faite à ce stade-là et qui permet de retravailler un peu sa candidature. Donc, après le coaching, les équipes peuvent reprendre leur candidature, modifier ce qu'ils ont à modifier d'ici la fin de la période d'appel à projet. Ensuite de ça, on passe à une présélection des dossiers écrits pour pouvoir ensuite organiser des entrevues orales pendant laquelle justement on apprend à connaître les équipes, on apprend à connaître un peu la dynamique d'équipe et puis à approfondir aussi certaines questions sur le projet. Et on leur propose aussi d'enregistrer une petite vidéo qui sera partagée au jury final, qui est composée d'ailleurs de 7 personnes qui sont extérieures à la Maison de l'Innovation sociale et qui vraiment... Donc on sélectionne, disons, les membres du jury par leur complémentarité d'expertise. On sélectionne, on leur propose de devenir membre du jury pour justement avoir différentes vues, différentes perspectives, différentes vues du terrain, disons, et des besoins des communautés. Donc, on a par exemple une personne la dernière fois, en tout cas, on a eu une personne de la ville de Montréal, on a eu des gens qui connaissent plus, qui sont plus à l'aise avec les enjeux environnementaux, des personnes qui sont plus à l'aise avec certains enjeux sociaux. On a aussi des personnes qui sont plus sur le niveau académique, des chercheurs. On a des gens qui sont très axés terrain. On a une alumni de l'incubateur civique qui a déjà participé au programme. Voilà, on essaie d'avoir une large perspective comme ça pour compléter notre vision à nous. Parce que c'est sûr que sur les enjeux qu'on cherche à résoudre, on ne peut pas avoir une expertise complète là-dessus. Donc, on essaie de s'entourer au mieux, à la fois dans le parcours de sélection, mais aussi dans le programme. Je vais vous en parler. C'est donc le jury qui sélectionne les 20 équipes qui vont faire partie de la cohorte. Et puis, à ce moment-là, disons, mi-décembre, on annonce aux équipes qui sont sélectionnées et on leur propose de rencontrer leur coach pour une petite rencontre d'introduction avant le début officiel du mois de janvier. Maintenant, le cœur de l'incubateur civique. Donc, l'objectif général de l'incubateur civique, j'en ai parlé, c'est vraiment ça, c'est de se sentir capable et en confiance de déployer un prototype innovant à fort potentiel d'impact social et environnemental positif dans l'agglomération de Montréal, voire au-delà. Et la manière dont on fonctionne dans le cadre du programme, on travaille à la fois, comme je le disais, sur le projet et aussi sur les individus qui mènent ces projets-là. On a plusieurs modules. Donc, le module comprend concevoir et déployer, qui sont des modules thématiques dans lesquels on travaille différentes compétences. Puis, on a un module qui est plus transversal, donc le module consolidé, qui est lui plus axé sur les individus. Donc, dans le module, je vais le détailler un petit peu après. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment, dans le module comprendre, on approfondit l'enjeu qu'on cherche à résoudre, on travaille sur la théorie du changement, on essaye de définir les impacts qu'on cherche à résoudre, les stratégies pour y arriver. On va sur le terrain pour aller valider toutes ces hypothèses-là. Le module concevoir, c'est justement, avec tous ces apprentissages-là, comment on conçoit un projet, un premier prototype de projet, et comment ensuite on le déploie. Puis le module consolidé, lui, il est plus axé sur la question de... On travaille pas mal avec les notions de leadership résilient. Donc, comment en fait développer sa flexibilité psychologique pour quand on fait face à des émotions qui sont possiblement plus difficiles, comment continuer à vivre son projet, puis à être actif dans son projet, à pouvoir prendre des décisions concertées, à pouvoir collaborer, etc. Donc, je vais aller peut-être un petit peu plus en profondeur après sur la manière dont on fonctionne, mais juste pour vous donner une idée un peu de comment on fonctionne dans l'incubateur civique, ça fonctionne pas mal en séquence qui dure 2 semaines.
La première semaine, on propose aux incubés de s'approprier certains concepts en lien avec la thématique qui est abordée dans la séquence. Donc, on leur propose des courtes vidéos qui représentent à peu près 30 minutes, donc des petites vidéos, des petites lectures, 30 minutes à peu près. La première semaine, ils regardent les vidéos et ils viennent en classe virtuelle qui dure à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure, où l'idée, c'est vraiment de pouvoir poser ces questions sur les concepts. L'objectif de cette classe-là, c'est de pouvoir sortir de la rencontre en se sentant en confiance de pouvoir appliquer ces concepts à son projet. C'est ce qu'on leur propose de faire la deuxième semaine. On leur demande de travailler sur des gabarits, donc en lien avec la thématique à nouveau, qui puissent travailler sur leur projet. Deuxième semaine, on se rencontre aussi en groupe. Donc, en général, c'est toujours le même jour. Donc, par exemple, ici, c'est le jeudi. Le jeudi suivant, ils se rencontrent en atelier virtuel qui dure cette fois 2 heures, où ils vont présenter leur travail aux autres équipes, à un des coachs de l'incubateur civique et aussi souvent à un ou une intervenante externe spécialisée dans la thématique et qui vient travailler avec eux, approfondir certains éléments, les challenger et tout ça. Et ensuite de ça, donc en général, ils repartent des ateliers avec 1 milliard d'idées supplémentaires parce que l'idée, c'est justement de pouvoir utiliser l'intelligence collective du groupe pour compléter un peu ses réflexions. Et donc, en coaching d'équipe, en après-midi, ils viennent consolider un peu toutes ces réflexions-là avec le coach ou la coach qui les suit pendant tout le parcours. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je vous parlais un peu du fait qu'on s'entoure beaucoup dans l'incubateur civique. Donc, on travaille toujours avec d'autres acteurs qui nous permettent justement de compléter notre vision à nous, puis de compléter un peu nos perspectives à la MIS pour aussi pouvoir permettre aux incubés de bénéficier justement d'une diversité de visions. Et donc, on travaille avec eux. Comme je vous le disais, il y a toujours pas toujours, quasiment toujours des experts externes qui viennent dans les ateliers. On travaille aussi avec des coachs externes à la MIS. Donc, on est 3 coachs. J'en suis une, puis les 2 autres personnes sont externes à la Maison d'Innovation Sociale. Et puis sinon, on fait aussi beaucoup de mise en relation avec les projets et avec notre réseau de manière générale. Donc, c'est ça. Pour aller un petit peu plus en détail dans le parcours, puis je vous parlais des thématiques, puis notamment de chacune des séquences. Donc là, vous pouvez voir un peu la manière dont on fonctionne. Il y a 3 séquences qui sont non thématiques, mais les autres sont thématiques. Donc l'idée, c'est qu'ils arrivent en janvier, on prend une photo de leur projet au temps 0, et ensuite de ça, on leur propose d'oublier leur projet pendant un temps pour s'intéresser à la question de la problématique. Donc, on essaye vraiment d'approfondir à quelle problématique ils s'adressent et d'identifier vraiment le nœud qu'ils vont vouloir chercher à résoudre pour pouvoir ensuite leur permettre de définir leur théorie du changement. Donc, en fonction de la problématique qu'ils cherchent à résoudre, définir les impacts qu'ils cherchent à atteindre et puis les stratégies pour y arriver. On leur propose aussi de penser à quelles sont les hypothèses qui sont sous-jacentes à tout ça pour aller les valider sur le terrain. Parce que c'est sûr on a beaucoup on n'est jamais neutre, disons, sur ces questions-là. Donc, c'est toujours important de pouvoir aller confirmer ou infirmer ce qu'on croit être vrai sur son projet pour pouvoir le construire sur de bonnes bases, disons. Donc, on leur propose quasiment 1 mois de validation de terrain pour qu'ils puissent aller faire des entrevues, aller tester des choses et tout ça sur ce projet-là pour consolider un peu à la mi-parcours, revenir avec plein d'apprentissages, consolider ces éléments-là pour passer, disons, à la phase d'atterrissage de l'incubateur civique dans la deuxième partie où ça va être beaucoup plus concret. Donc, on se pose la question, une fois qu'ils ont commencé à rencontrer un peu les usagers qui cherchent à atteindre, à qui on va s'adresser. Donc, se poser la question de comment passer d'un projet qui veut aider tout le monde à bien cibler les différents publics qu'on vise et prioriser le premier groupe, disons, à qui on veut s'adresser pour pouvoir l'amener en fait, pour pouvoir définir un persona. Donc, pour pouvoir se dire qui est la personne qu'on va vouloir aider. Si on prend un exemple de personne, la personne typique du projet, qui c'est, puis qu'est-ce qu'elle vivrait à l'intérieur de notre projet. Donc, on leur fait définir un peu leur parcours usager pour les personnes qui sont plus familières. Et une fois qu'ils ont fait ça, on leur propose de réduire au maximum leur projet
de définir la plus petite version possible de leur projet et de commencer à la planifier. Donc, de définir quelles sont les activités qu'on va vouloir réaliser pour mener à bien cette première version de projet, de quelles ressources on va avoir besoin, et ensuite de ça, la question de comment on va vouloir s'entourer, donc comment je vais mobiliser les parties prenantes pour la suite de mon projet. Et puis, est-ce que je vais avoir besoin de financement? Comment ça va fonctionner toute cette affaire-là? On essaie de dégrossir un peu cette question-là. Et à la fin du parcours, on les amène à pitcher devant des potentiels partenaires, des potentiels bailleurs de fonds, des gens qu'on a dans notre réseau, puis qu'eux ont aussi envie d'amener pour ensuite de ça partir dans le monde avec son projet. Puis juste pour terminer, la manière dont on fonctionne aussi, on essaye de pouvoir au mieux, disons, évaluer l'impact du programme. Donc ça fonctionne par notamment des questionnaires d'évaluation qu'on envoie aux équipes tout au long du parcours. Et donc ici, je vous ai mis quelques petits chiffres issus de notre rapport annuel. Donc, on a réalisé 8 cohortes depuis 2018. Puis tous les chiffres que vous voyez ici, c'est les chiffres pour l'année dernière. Et je trouve notamment que celui-ci est particulièrement important. Que le fait que 100% des incubés considèrent avoir eu un effet positif sur le potentiel d'impact de leur projet, la clarté et la faisabilité du déploiement du projet, leur confiance dans leur capacité à déployer leur projet et l'accroissement de leur résilience face aux obstacles. On essaye aussi beaucoup de maintenir la motivation des incubés tout au long du parcours. Donc, on voit qu'elle est quand même très bonne. Et puis, le fait qu'ils considèrent aussi que les outils qu'on leur propose sont utiles. Donc, on est très content pour ça. Je terminerai juste ma présentation avec une citation de Margaret Mead. Ne doutez jamais de la capacité d'un petit groupe de personnes à changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Parce que c'est vraiment ça qu'on pense à la Miss. Voilà. Arrête de parler si je peux voir les gens. La présentation, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez animée avec les modèles. Si vous avez des questions sur les Voilà. Je vais essayer de faire une intervention, contribution, avant de donner la parole à nos invités, participants. Alors, on vient d'assister vraiment à une démonstration de savoir-faire, parce que le but de cette séance-là, c'était justement qu'on puisse partager le savoir-faire de la MIS, la Maison d'innovation sociale, en matière d'accompagnement des projets vraiment innovants. Et c'est en cela que tout à l'heure, je disais que la MIS elle-même, la Maison d'innovation sociale, est une innovation majeure. Ouais, parce qu'elle met l'emphase sur des besoins humains et son impact sur le développement au niveau communautaire. Donc, ce qu'on dit là, c'est la satisfaction vraiment des besoins qui sont mal pris en charge par l'État ou par la société d'une manière générale ou le marché. Cela implique aussi, l'impact, c'est d'avoir des changements dans les relations sociales et la gouvernance. Donc, par un processus d'autonomisation, justement, de ces acteurs-là. Donc, quand une communauté prend en charge, par exemple, le ravitaillement et qu'on essaie d'éliminer les intermédiaires pour s'approvisionner en produits frais, ça, c'est un projet innovant. Il y a des projets comme ça qui ont été primés, je crois, dans le cadre d'un hackathon social qui a été organisé par la MIS, je crois, en 2016, 2018, 2019, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça a été un bon projet. Et par là même aussi, en accompagnant ces projets, on augmente les capacités sociopolitiques des acteurs. Alors, et là, vous avez dit tout à l'heure que les projets étant complexes, souvent on a besoin d'une équipe multidisciplinaire. Et vous avez parfois du mal à avoir, on ne peut pas avoir toutes les compétences dont une équipe a besoin, c'est-à-dire des lauréats qui ont été sélectionnés face à la complexité du problème. Il y a différents aspects
et on n'a pas toujours ça montre en quoi, combien les projets là, sociaux, les projets d'innovation sociale sont complexes. Et justement, l'un des enjeux de de la présentation, c'est de voir comment, justement, vous venez de montrer comment vous envisagez, vous embrassez la complexité et vous aidez les porteurs de projets à faire face à la complexité des projets d'innovation sociale. Alors, c'est là où je voudrais apporter juste des compléments par rapport justement à ce que la théorie considère comme problème complexe ou qu'on appelle, que d'autres appellent aussi problème pernicieux. Alors, les problèmes pernicieux ou complexes dépassent de loin ce qu'on appelle des cas compliqués. Parce que, les problèmes pervers ou pernicieux sont des problèmes du monde réel qui reconnaissent l'interdépendance complexe de divers facteurs et parties prenantes plutôt que des obstacles simplistes et linéaires de cause à effet qui isolent le produit du design au contexte. Ça veut dire que aller à la Lune, par exemple, c'est un problème c'est compliqué, hein, mais ce n'est pas complexe, au sens justement de l'analyse sociale. Ça veut dire que c'est très compliqué du point de vue, ça demande des compétences en physique, etc. Mais c'est un process simplement qui, lorsqu'il est respecté sous d'autres cieux, quel que soit l'endroit, eh bien, peut mener justement à un succès. Donc, ce sont des procédés industriels et autres. Alors que les problèmes sociaux n'impliquent pas une solution définitive, une solution unique. Donc, il n'y a pas, et ensuite, il n'y a pas de formulation définitive. Donc, pas de solution définitive, car il y a toujours des possibilités d'améliorer les solutions obtenues. Et chaque solution sera une solution, une opération unique. Et on appelle ça one shot. Car en cas d'échec d'implémentation, il y a des conséquences et on ne pourra pas revenir en arrière. C'est une des caractéristiques des problèmes complexes. Les solutions qu'on trouve par rapport aux problèmes complexes ne sont pas simplement, pas juste justes ou fausses, mais on dit qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire par rapport à la manière dont on adresse le problème, par rapport à la manière dont les solutions sont trouvées. On va dire que la solution a été efficace, efficiente, ou elle n'a pas produit les résultats escomptés. Voilà. Alors, c'est juste en attendant, je vais laisser la parole aux autres, puis je vais revenir sur d'autres questions, etc. Je vais poser à la conférencière. Je crois qu'il y a une question. Voilà. Bonjour, est-ce que vous avez une question? Oui, moi j'en ai une. Merci infiniment. Merci Sidi d'organiser cet événement et merci à vous d'être là pour présenter la maison d'innovation sociale. Je suis curieux, j'ai 3 questions, mais plus curieux par celle-ci. La première, je pense, elle est en lien avec la question de complexité. Vous avez parlé d'évaluation du potentiel d'impact. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Comment, au sein du MIS, vous évaluez cela? Quels sont les critères que vous mettez pour évaluer le potentiel? Et j'ai oublié de me présenter, Jamel Stambouli, je suis le collègue de Jonathan à l'école d'innovation sociale. Enchantée. C'est une super bonne question. Puis c'est vrai que c'est une des questions qu'on se pose et qu'on continue à se poser à la MIS aussi, quels que soient nos projets. La manière dont on fonctionne pour ça, à la fois, en fait, on se pose la question de quelle est la profondeur de la connaissance de la problématique par les candidats quand ils sont dans le processus de sélection. Pour vraiment pouvoir identifier est-ce qu'ils connaissent bien les enjeux, d'une part, les acteurs, d'autre part, et comment ils se voient en complémentarité de ce qui existe déjà. Donc ça, je pense que c'est un premier élément pour voir comment est-ce que leur action peut favoriser en fait
l'action générale plus systémique qui est déjà mise en place, en fait. Parce que un autre élément, c'est souvent aussi que quand on croit qu'on est le seul à s'attaquer à une problématique, c'est qu'on n'est pas forcément encore tout à fait allé en profondeur. Donc ça, c'est un des éléments aussi importants qu'on prend en compte. Dans le fond, on pose la question aussi souvent à d'autres acteurs, vu qu'on ne connaît pas forcément en profondeur toutes les problématiques et tous les enjeux qui existent à Montréal. Donc, on essaye aussi de s'informer et de prendre le pouls dans les communautés, notamment en lien avec notre jury, pour avoir un peu leur avis là-dessus. C'est des choses aussi qu'on travaille dans l'incubateur pour justement, en fait, toute la partie, la première, puis salut Mika, hein, Mika ici a participé à l'incubateur civique, donc peut-être qu'il sera très bien placé pour répondre aux questions aussi, mais toute la première partie de l'incubateur civique, on leur propose d'oublier complètement leur projet, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est qu'ils tombent en amour avec leur impact plutôt qu'avec leur projet, pour qu'ils se donnent en fait la liberté de pouvoir faire évoluer leur projet, s'ils se rendent compte que finalement, c'est pas tout à fait ça qui va leur permettre d'atteindre l'impact profond qu'ils cherchent à atteindre. Donc, c'est aussi tout un travail qu'on met en place avec eux dès le début et qui arrive parfois que ce soit un peu difficile d'accepter ça. Mais c'est ça, on travaille aussi beaucoup là-dessus dans l'incubateur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, certainement. Merci beaucoup. Ça confirme aussi ce qui s'écrit dans la littérature. C'est pas évident de travailler sur cet aspect-là. Donc, l'évaluation du potentiel d'impact, comment savoir est-ce que un projet peut avoir de l'impact ou pas. C'est très qualitatif, on va dire, parce que tout à l'heure, vous avez parlé sur les questions d'évaluation en termes de nombre. Oui, il y a satisfaction, il y a tel nombre de projets, etc. Mais en termes de mesure d'impact, on a toujours encore du mal à évaluer l'aspect qualitatif. D'où ma deux. Ouais. L'attribution qu'on porte au programme ou pas aussi à l'impact. Est-ce qu'on est bon dans la sélection des projets ou est-ce qu'on est bon à accompagner les projets? C'est toujours la question. Ouais. Si je peux me permettre, ça sera ma dernière question. Et je pense que c'est en lien aussi. Vous avez parlé de mentionner les partenaires clés. J'ai regardé sur le site web aussi. Je connais un peu le MIS là, mais je vous pose aussi la question. Quel rôle jouent les partenaires mis à part de financer? Je vois BMO, la Ville de Montréal, les deux fondations. Comment, à l'intérieur, soit le membre du CA ou l'équipe gère cet aspect-là, point de vue aussi, est-ce qu'ils ont un rôle sur l'évaluation de l'impact? Est-ce qu'ils évaluent la réalisation? Est-ce que vous pourriez donner un peu plus d'infos là-dessus? Oui, bien sûr. Par rapport à ça, on essaye effectivement d'impliquer au maximum nos partenaires. Donc, par exemple, la Ville de Montréal, il y a une personne de la ville qui participe au jury de sélection, qui a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe au niveau de la ville, puis qui a ses antennes un peu partout aussi au niveau des institutions. Donc, on est super heureux de pouvoir l'avoir dans le jury. Il y a aussi des gens qui participent au pitch à la fin du parcours. En lien avec nos partenaires financiers. Et puis, on a aussi beaucoup de partenaires non financiers qu'on implique à travers la participation aux ateliers, qu'on met en relation directement. On fait vraiment du maillage avec les porteurs de projets, soit pendant le parcours ou après le parcours. On travaille aussi beaucoup avec certains partenaires aussi plus en profondeur. Donc, par exemple, avec Hors-Piste, qui sont une équipe de psychologues du travail. On travaille sur tout l'aspect leadership résilient dont je parlais tout à l'heure. Notamment, c'est eux qui animent 3 ateliers dans le cadre de l'incubateur civique. On a aussi des coachs, par exemple, de la Fabrica, puis de Matières Brutes. Donc, Jonathan Jubinville et Elsa Bruyère. Qui nous accompagnent tout au long de l'incubateur civique, qui sont présents avec nous à chaque activité et qui accompagnent des équipes tout au long du parcours. Donc ça, c'est les acteurs avec qui on travaille plus en profondeur dans le cadre du parcours, mais on a tout un écosystème autour de nous qu'on mobilise au fur et à mesure, puis en fonction des besoins des projets. Est-ce que ça répond? Merci, oui.
D'autres questions? Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez revenir l'écran à la table, mais ça peut bouger, je pense que si je peux vous parler assez fort aussi. OK. On va retourner l'écran. Dites-nous si vous n'entendez pas. Bonjour. Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, j'ai deux questions. Donc, merci beaucoup pour la présentation très claire. Je connaissais certains de l'incubateur civique, mais là, je vois plus en trois dimensions ce que ça représente. Sont plus concrètes. Je trouve que le parcours, comment il est pensé, c'est vraiment clair. Il y a plusieurs étapes, plusieurs itérations. Je me demandais s'il y avait des liens avec les gens entre les projets, le fait qu'il y a des rencontres de groupe. Ça vient. Puis, j'ai une première question à propos du parcours lui-même. Est-ce que entre la première édition, la première fois que vous avez accompagné, et là où vous êtes rendu, vous avez changé les étapes, les modules, vous dites, peut-être que telle chose n'est pas si important, ou des fois, ça bloque un peu plus, vous dites, on va peut-être améliorer le parcours pour le rendre plus utile, plus pertinent. Donc, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, peut-être, ou quels sont les défis internes, parce que là, vous montrez ce qui marche. Je pense qu'il y a un taux de satisfaction qui est élevé, mais est-ce que vous avez eu des défis à l'interne dans l'accompagnement, puis maintenant, où est-ce que ça se dirige? Donc, si vous êtes arrivé à un niveau, là, vous êtes heureux de votre parcours, vous pensez à peu près ça qu'on va faire, ou il y a d'autres étapes, peut-être vous avez ajusté votre projet, votre parcours d'incubation. C'est la première question. C'est une super bonne question. Puis, effectivement, le processus d'évaluation est quand même super précieux pour nous, oui, pour notre, comme à la fin, pour notre rapport d'évaluation et tout ça, mais surtout, en fait, justement, pour faire évoluer le parcours dans le parcours, mais aussi de cohorte en cohorte. Donc, on essaye au maximum d'être réactif. Puis, ce qu'on prêche en termes d'agilité pour les équipes, on essaye aussi de l'appliquer pour nous. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, la première édition de l'incubateur civique était en présentiel, 100%. Maintenant, bon, il y a eu la pandémie mondiale qui est passée par là. Et en fait, le fait qu'on ait tout passé en ligne pendant la pandémie, ça nous a permis en fait de nous rendre compte aussi que c'est intéressant de pouvoir avoir certaines activités en ligne pour favoriser en fait la participation des gens, pour favoriser l'accessibilité de certains types de personnes en fonction de nos autres sphères de vie, en fond, de notre travail, de notre vie familiale ou autre. Et puis aussi parfois la difficulté à se déplacer, qui peut être plus difficile pour certains et certaines. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a mis en place un parcours en mode hybride avec des rencontres en présentiel. Donc, il y a 3 journées en présentiel prévues dans le parcours, au début, au milieu et à la fin. C'est les séquences non thématiques que vous avez vues. Puis, le reste des activités sont des activités qui ont lieu en ligne pour justement trouver un peu l'équilibre là-dedans. Donc, depuis la fin du Covid, on est un peu en train d'évaluer ça, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Par exemple, là, hier et avant-hier, on a expérimenté une nouvelle proposition qu'on a fait aux équipes, parce qu'ils nous demandaient plus de moments en présentiel. Donc, on est allé leur proposer de leur ouvrir nos bureaux pour qu'ils puissent travailler sur leur projet, puis se rencontrer ensemble s'ils le souhaitent. Donc, 2 après-midi, on a fait ça 2 fois, donc hier et avant-hier, puis il y a 2 semaines. Donc, voir un peu comment ça prend, est-ce que les gens viennent, est-ce que les gens ne viennent pas. Voilà, on est en phase d'expérimentation pour ça, puis c'est vraiment la manière dont on fonctionne pour pas mal tout, dans le fond. Je parlais de tomber en amour avec l'impact plus qu'avec son projet. Ça, c'est vraiment un enjeu qu'il y a eu au début de l'incubateur et sur lequel on a vraiment travaillé. Il y a aussi, là dernièrement, on a beaucoup travaillé dans les dernières cohortes à les amener à ne pas penser uniquement leur projet dans leur tête et à oser aller en validation terrain, parce qu'on avait beaucoup d'équipes qui avaient vraiment du mal à se lancer dans la validation terrain, il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, beaucoup de stress par rapport à ça. Donc, comment déconstruire un peu toutes ces constructions mentales, dans le fond, par rapport à ça, pour partir sur le terrain, puis se mettre en fait dans la logique de validation à chaque étape de son projet. Donc, on travaille pas mal là-dessus. On a beaucoup intégré d'éléments issus des sciences comportementales, par exemple, et tout ça. Donc, voilà.
Sinon, on peut. Oui. OK, parfait. C'est la même question. Oui, OK, parfait. Super. Donc, deuxième question pour moi, c'est sur un peu la suite après l'incubateur, comme là, c'est fini avec le pitch. Puis là, on espère que le projet est assez attrayant, convaincant, qui est assez solide pour après ça attirer des bailleurs de fonds. Je me demande, le programme d'incubation. Puis après ça, est-ce que vous avez d'autres étapes ou d'autres mécanismes de suivi pour voir sur le nombre de projets qui sont là, combien sont au final financés, combien sont vraiment réalisés sur le terrain. Puis des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant que le projet sorte de l'incubation. OK, là, ça démontre pour vrai, puis on lance une organisation, on fait quelque chose de complet. Puis je me demande, comme nous, à l'école d'innovation sociale, puis dans notre atelier, on a accompagné un peu des projets, je pense que c'est des plus petites cohortes. Il y en a qui marchent, mais en fait, qui ont fini le parcours, puis que ça démontre pour vrai, il y a toute une étape, puis c'est comme si il y a une autre vraie de la mort. Donc, il y avait de la mort entre l'idée et l'incubation pour le déployer. Là, vous faites ça. Je me demande l'autre aller de la mort après l'incubation dans le pitch, mais entre le pitch puis vraiment que le projet se concrétise. Est-ce qu'il y a des gens qui appuient vraiment? Je me demande, est-ce que c'est ça le taux de succès que vous avez, peut-être que vous n'avez pas des chiffres sur ça, mais qu'est-ce qui se passe après l'incubation généralement? C'est une super bonne question. Puis c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille en ce moment beaucoup. La manière dont ça fonctionne, c'est déjà, juste pour rappeler un peu nos mesures de succès, c'est à la fois le succès des projets, mais aussi et surtout le développement des individus. Donc, et donc ça, c'est encore plus difficile à évaluer, on s'entend. Parce que d'une part, si on prend la partie projet, on est en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on va évaluer. Est-ce qu'on va évaluer le nombre de projets qui deviennent qui ont un statut juridique? Il y a certains projets qui n'ont pas vocation à avoir un statut juridique, donc comment on évalue cela? Donc, il y a un peu toute cette question-là qu'on est en train de se poser. Et puis, pour ce qui est plus de l'individu, on a beaucoup d'exemples de porteurs et porteuses de projets qui soit ont développé leur projet d'une manière à laquelle ils n'auraient pas pensé, soit qui n'ont pas pu déployer leur projet, mais qui ont traduit leur projet. Par exemple, on a une personne qui a fait partie, je pense, de la cohorte 2020, je crois, qui était coordinatrice d'un organisme qui avait pensé son projet à travers ça. La pandémie mondiale est arrivée, elle n'a pas pu déployer le projet, mais elle est devenue directrice générale de cet organisme-là. Et elle a comme dans tous leurs programmes, diffusé un peu, disons, mis du sel de son projet dans tout ce qu'ils faisaient. Donc là, est-ce qu'on le compte comme un succès? Est-ce qu'on ne le compte pas comme un succès? Il y a toute cette question-là qu'on est en train de se poser. Pareil, on a des individus qui n'ont pas forcément réalisé leur projet, mais ils ont repris leurs études et ils ont étudié en innovation sociale, par exemple. Donc, en tout cas, il y a plein de questions comme ça. Puis pareil, il y a la question de l'effet d'attribution. Qu'est-ce qui est attribuable au fait d'avoir participé au programme ou pas? C'est ça, on est un peu dans toute cette question-là. Donc, on est en train effectivement de construire cette évaluation plus longitudinale des projets et des équipes. Mais c'est encore en réflexion, surtout maintenant qu'on a un pool de projets et d'équipes qu'on va pouvoir évaluer. Donc, c'est un peu ça. Et puis, sur l'accompagnement post-parcours, on accompagne bien sûr les équipes, on ne les laisse pas tomber, jamais. Ouais, c'est ça. Ok, vous avez fini, c'est bon. On continue de les accompagner en fonction de leurs besoins, en fonction de besoins plus ponctuels à travers des activités de coaching. Et puis là, on est aussi en train de réfléchir à comment structurer un peu plus cet accompagnement-là et aussi à peut-être garder plus de moments pour qu'ils puissent se rencontrer entre eux aussi, garder le lien entre eux, puis qu'ils puissent rencontrer les autres cohortes. On a organisé plus d'événements cette année pour qu'ils puissent rencontrer aussi les nouveaux. Donc, Mika, tu pourras nous en parler. Mika a rencontré les incubés de cette année, parce que Mika a fait partie de la cohorte de l'année dernière. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Moi, c'est Guy Bertrand. Je m'excuse. On dit que l'air d'arrêter, on dit plutôt. C'est possible que ma question ait été abordée dans la partie que j'ai loupée. Alors, je voulais juste savoir qu'est-ce qui est post-capitaliste dans cette affaire, le processus ou l'intérêt qui est commun, ou les deux. Est-ce que c'est parce que
s'engagent dans cette procédure qui inclut un groupe? Est-ce que c'est parce que les retombées sont plus communautaires? En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui, fondamentalement, démarque cette façon du système capitaliste. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que cet élément-là, d'ailleurs, on est super curieux de voir comment on pourrait mieux intégrer cet élément-là dans le programme, dans la structure du programme. Mais un des éléments que je donnerais, en fait, peut-être qui est un peu facile, mais qui est très vrai, c'est en fait que ce sont les projets portés par les acteurs du terrain qu'on aide à déployer. Je pense que c'est vraiment là-dedans vers ça qu'on essaie d'aller. Il y a certains projets qui sont très, très militants, qui sont post-capitalistes, qui sont hyper revendicateurs et tout ça. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir les mettre ensemble pour se co-contaminer, disons, puis pouvoir partager un peu ces différentes visions-là. Donc, je pense que je répondrai comme ça, mais je serais très curieuse, si jamais vous avez des outils, des documents, de voir comment on peut mieux intégrer ça. C'est intéressant qu'on poursuive la discussion après, mais je pense que la petite affiche derrière la Fondation pour une économie post-capitaliste, c'est pour un autre événement qui va avoir lieu sous peu pour le lancement d'un livre sur ça. Mais en fait, je pense qu'il y a des liens à faire avec comment est-ce qu'on démarre un projet qui vise à changer le monde, avoir un impact social positif. Est-ce qu'on reproduit le système actuel? Est-ce qu'on fait bifurquer un peu? Quel genre de choses? Je ne sais pas. Donc, c'est intéressant, mais c'est ça, c'était pas le contenu de la présentation, mais il y a des liens à faire directement. Je pense que c'est bien que vous ayez posé la question. Ouais. Puis pour compléter peut-être aussi là-dessus, c'est vrai que dans l'incubateur civique, comme je le disais au début, on travaille plus sur les obstacles à battre faible. On travaille, j'ai peur que ça s'éteigne. Est-ce qu'on peut peut-être charger l'ordinateur? Excusez-moi. Je disais, on travaille effectivement donc, dans l'incubateur civique, par exemple, sur des obstacles à l'innovation sociale, à réaliser des projets d'innovation sociale qui sont plus au niveau des individus, au niveau des compétences, des connaissances, la posture, ce genre de choses. Mais dans d'autres programmes qu'on a à la Maison d'innovation sociale, on travaille plus sur les obstacles plus hard, donc qui sont plus au niveau structurel. Donc, par exemple, on travaille sur des éléments d'innovation réglementaire. Donc, comment naviguer la complexité des réglementations qui existent, qui empêchent parfois la réalisation de certains projets. On travaille aussi sur des éléments d'innovation financière pour justement aller plus loin que ce qu'on a en ce moment. Donc, pour pouvoir réaliser des projets plus complexes. Donc, ça participe peut-être aussi à la réponse. Puis, on essaye d'injecter toutes ce qui est issu de ces programmes de R&D-là dans les autres programmes qu'on a à la MIS, et notamment l'incubateur civique. Mais ça prend quand même du temps, des projets de longue haleine, donc au fur et à mesure, on intègre ça. Toujours dans la même veine, hein, dans la même foulée, par rapport aux questions de suivi-évaluation. Suivi-évaluation. On sait qu'un processus d'innovation sociale a un cycle de vie généralement limité. Et est-ce que vous pensez aux défis sous-jacents de régénération des projets, justement, qui sont soutenus par l'incubateur? Ça veut dire que les projets, à partir d'un certain, à un moment donné, le projet est sur le point de mourir à cause du cycle de vie des projets. Et c'est là où on peut aller plus loin, c'est peut-être une suggestion, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en la matière, plus loin dans l'évaluation, mais ça c'est du suivi-évaluation, où on cherche justement à récupérer ou à régénérer justement ce projet sous une autre forme. Pour nous donner une seconde vie, une très bonne question. C'est sûr que nous, on se positionne vraiment au début là, du cycle. Et que notre action, elle se porte vraiment là-dessus. Après, c'est sûr que dans la manière dont on accompagne les projets, on essaye de les orienter dans l'écosystème d'acteurs de soutien, aussi vers les personnes qui sont, ou les organismes qui sont les bonnes personnes en fonction de leurs besoins, tout au long de leur cycle. Et puis, le fait aussi de les mettre dans ce mindset-là, de toujours être en mode validation.
je pense que c'est ça qui aide vraiment à faire évoluer les projets dans la bonne direction, je dirais, dans le sens où tu es toujours en train d'essayer de voir comment est-ce que tu es en train d'atteindre ton impact en fonction d'une hypothèse que tu places, disons, assez proche dans le temps, tout en ayant ta grande vision du changement d'impact. Puis peut-être que l'objectif d'un projet, c'est de ne plus exister parce que tu as résolu la problématique. Donc, c'est un peu aussi dans cette démarche-là qu'on dit, ne tombez pas en amour avec votre projet parce que le but, c'est que votre projet n'existe plus. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on est aussi. Donc, tombez amoureux de votre impact, pas avec votre projet. C'est ça justement qui fait la complexité des projets d'innovation sociale. La solution elle-même qui est trouvée, pas toujours, mais la solution elle-même qui est trouvée peut être un problème par rapport à susciter ou créer même un autre problème à impact. C'est pourquoi la régénération est importante. C'est-à-dire une solution pour créer un autre problème. Ouais. Les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de la complexité. Oui, tout à fait. Puis effectivement, c'est pour ça que c'est super important de toujours être en mode évaluation aussi. Puis ça, c'est aussi un des éléments que nous, on essaye d'évaluer à la MIS, at large, là, tous les projets confondus. C'est quoi les impacts délétères possibles qu'on peut créer et d'être toujours attentif à ça pour pouvoir trouver rééquilibrer si jamais il y en a qui arrivent, puis se mettre ces lunettes-là, parce que des fois, on n'a juste pas ces lunettes-là, puis du coup, on risque pas de le voir. Mais si on est attentif puis qu'on met en place des outils pour pouvoir l'évaluer, ça participe quand même. Peut-être pas à avoir tout, mais au moins une partie, disons. Oui, c'est vrai. On ne va pas trop demander aussi pour changer le monde, mais souvent, ça va quand même améliorer des choses. D'où ma dernière question, c'est-à-dire, quelles sont, selon vous, selon votre expérience, les pistes d'amélioration possibles dans le cadre de votre accompagnement? Vous, en tant que coordinatrice, par rapport à votre expérience, ça rejoint un peu une des questions du professeur. Nous, dans le cadre du programme, ce qu'on essaye de faire, d'améliorer dans le fond, c'est un peu ce que je vous disais, surtout l'aspect d'évaluation plus longitudinale. Donc, qu'est-ce qui se passe après le parcours? Comment on peut mieux comprendre ce qui se passe pour l'ensemble des projets? Parce que là, en fait, on fonctionne beaucoup on dit qu'on est là, on offre nos disponibilités, puis il y a certains projets, certaines équipes qui en bénéficient, d'autres qui en bénéficient moins, qui en bénéficient plus tard, etc. Mais entre-temps, on a moins de visibilité sur ce qui se passe pour elles et eux. Donc, je pense que le fait qu'on soit en train de construire justement ce processus d'évaluation longitudinale, ça va nous permettre de mieux accompagner les équipes post-incubateur. Donc ça, c'est un élément. Je serais bien curieuse d'en savoir plus, moi, sur les outils qu'on peut intégrer post-capitalisme. Donc ça peut être un autre élément. Et puis je serais curieuse aussi, pareil, en termes d'évaluation, de voir comment on peut encore mieux ou aller plus en profondeur sur qu'est-ce qui est attribuable à l'incubateur civique ou non, en termes d'impact. Parce qu'effectivement, on est dans un écosystème d'acteurs, donc qu'est-ce qui est attribuable à qui, etc. Donc, des questions que j'imagine tout le monde se pose en évaluation. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? C'est juste un remerciement et vous dire que je dois quitter. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup. Je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi, je m'appelle Godefroy Changala et je suis en train de suivre présentement des cours, au niveau de l'entreprise, de la gestion d'entreprises sociales et collectives à l'Université du Québec, à Montréal. Et j'étais intéressé par l'innovation sociale. C'est peut-être le prochain parcours que j'aimerais faire parce que j'ai un projet au niveau de comment implanter l'économie sociale, comment en faire la promotion de l'économie sociale au niveau de l'Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo. Parce que c'est un concept qui n'est pas encore assez développé.
qui n'est même pas encore réglementé. Et, donc, j'aimerais savoir, parce que je regardais aussi, je suis très intéressé par le programme en question. Et j'ai une question par rapport, vous avez déjà répondu, les cours peuvent se faire en mode hybride, mais moi, je suis à Montréal. Est-ce que c'est envisageable de me lancer comme ça dans ce processus? Parce que par rapport aux heures, par exemple, moi, je travaille la semaine et les cours que je suis présentement sont uniquement en fin de semaine. Alors, j'ai vu que vous avez des cours qui se donnaient vendredi et mercredi. Donc, je ne sais pas, je suis intéressé vraiment par le programme parce que j'ai vraiment besoin d'assistance au niveau de mon projet, au niveau de comment le structurer, comment l'évaluer, mettre en place ma théorie du changement. Faut dire que sur place, j'ai déjà implanté de quoi, mais je sens que je suis un peu comme éparpillé. Ce que je sais, c'est que j'aimerais avoir un impact au niveau de l'économie sociale, donc créer un changement, apporter ce mode de développement-là au niveau ce mode de développement-là qui cible les personnes les plus vulnérables dans la société à cause d'une économie qui est très faible. Alors, c'est tout ça, ça se bouscule un peu dans ma tête. Bon, j'ai besoin d'avoir de l'accompagnement en gros, et je ne sais pas si c'est le bon programme, le programme qu'il me faut exactement par rapport aussi à mon emploi du temps. Je suis présentement à Montréal, entre Montréal et la République démocratique du Congo. Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a une flexibilité au niveau des horaires. L'enjeu, par c'est rapport sur les horaires, mais je dirais que ce serait plus sur le territoire de déploiement du programme. Parce que nous, en fait, on accompagne des projets qui ont pour vocation de se déployer à Montréal. Et malheureusement, on aimerait vraiment ça, pouvoir accompagner des projets qui se déploient en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, en ce moment, ce n'est pas possible. Donc, il y a cet élément-là. Puis, en termes de temporalité, de disponibilité, nous, les activités qu'on propose, elles ont lieu soit le mercredi ou le jeudi. Certains blocs, donc soit 1 heure, soit 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi. Ça peut à peu près ça, les séquences de 2 semaines, comment elles fonctionnent. Ça se fait pas mal en ligne. Il y a juste 3 journées qui sont en présentiel. Donc, c'est pour justement favoriser la participation de gens qui travaillent, qui auraient juste à essayer juste, dépendamment des emplois, c'est plus ou moins facile, mais de débloquer 1 ou 2 heures de temps à chaque fois pour pouvoir participer aux activités. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Puis, c'est des activités qui ont lieu la journée, donc pas le soir. OK, je vous remercie. Avec plaisir. Mais peut-être que vous pourriez contacter, je ne sais pas, peut-être le groupe 3737. Je sais qu'ils ont un programme en innovation sociale qui pourrait peut-être vous accompagner. OK. 3737, ils sont à Montréal, eux, hein? J'ai pas entendu parler d'eux. Oui, c'est pour ça. Ou peut-être Balsam, de District 3. Balsam, ça s'écrit comment? BALSAM. BALSAM. Oui. Balsam. OK, merci beaucoup pour les références et merci pour la bonne présentation. Toutefois, toutes ces théories ou tout le programme que vous avez au sein de l'Université Saint-Paul, c'est ça? Je trouve que ça serait quand même aussi utile de voir au niveau international parce qu'il y a une demande aussi vraiment croissante à ce niveau-là. Nous, on n'est pas à l'Université Saint-Paul. Nous, on est basé à Montréal. On est la Maison d'innovation sociale. Puis, c'est sûr que la question reste la même. C'est sûr qu'on pourrait avoir de l'impact de manière plus large qu'à Montréal, mais malheureusement, nos ressources nous empêchent en ce moment de pouvoir aller partout dans le monde. Mais
peut-être qu'un jour, on va y arriver. On est en train justement de voir comment on peut se déployer ailleurs qu'à Montréal aussi. Donc, c'est dans les questionnements qu'on a. Mais c'est Merci. justement, c'était l'une de mes questions, c'est-à-dire pourquoi la région montréalaise seulement, hein, déjà à l'intérieur du Québec, n'est qu'à Montréal ou dans la région montréalaise, pourquoi ne pas aller plus loin? Et dans la même foulée que j'ai invité participants, effectivement, quand je me suis intéressé, depuis que je suis à l'école d'innovation sociale, j'ai pensé que c'est vraiment, quand j'ai étudié la MIS, je me suis dit, voilà un projet qu'on doit dupliquer dans mon pays. Hein. Lui, il parle d'un projet particulier, mais c'est-à-dire créer une maison de l'innovation sociale au Sénégal, par exemple. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est une partie de mes idées personnelles pour participer à l'économie solidaire et sociale. J'ai vu, par exemple, en Casamance, c'est le sud du Sénégal, c'est la région du principal leader de l'opposition sénégalaise, peut-être que vous connaissez, Ousmane Sonko, qui est le favori de la prochaine élection présidentielle de 2024, et qui est en même temps le maire de la région de la commune de Ziguinchor. Et il a lancé un programme qui s'appelle Bourreau, un programme d'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire, pour créer une monnaie locale. Et donc, c'est des idées comme ça qui commencent à émerger dans le pays. Et comme l'État est extrêmement faible, manque de ressources et tout, j'ai pensé que ce serait intéressant de dupliquer une telle expérience comme ça, à ce moment-là, pour nous faire nous-mêmes, hein, plutôt que d'être accompagné, d'être accompagné juste dans la conception, s'inspirer de l'expérience québécoise et pour faire quelque chose de ce genre. Ça, il faudra en parler à notre directeur général. Il sera certainement très ravi et curieux de pouvoir en discuter. Et pourquoi Montréal seulement? Alors justement, là, en ce moment, on est à Montréal. Parce que, pour plusieurs raisons. On est à Montréal parce que ce qu'on veut, c'est déployer, en fait, c'est renforcer l'écosystème local à travers des projets d'innovation sociale, puis les mettre en réseau, donc structurer un petit peu ce territoire-là. Donc, en termes de ressources, déjà, on ne pouvait pas aller forcément partout dans le Québec pour pouvoir justement avoir un vrai impact sur un territoire donné. Donc, renforcer l'écosystème local. D'autre part, c'est la ville de Montréal, pas mal, qui nous finance en grande partie. Donc, on veut aussi pouvoir favoriser le territoire de Montréal. Et on travaille aussi en ce moment en fait, on a des réflexions sur comment on va pouvoir aller dans d'autres territoires aussi. Donc, notamment, on est en train de penser à un système de franchisage de l'incubateur civique dans d'autres territoires. Donc, peut-être territoire national, par exemple, capitale nationale, pardon, puis peut-être d'autres territoires au Québec, pour l'instant. Excellent. Mais si ça vous convient, on peut faire un petit peu de la fin pour pouvoir approcher. J'avais d'autres questions après pour après on commence à discuter. Donc, c'est ça. Oui, juste allez. Donc, merci tout le monde d'avoir participé à cette activité en ligne ou sur place aussi. Donc, nous avons eu des gens ici présents. Merci à Sarah Ababo, en fait, pour le déplacement de Montréal ici à Ottawa pour présenter ce projet d'incubateur, je pense, qui est inspirant. Nous, à l'Université Saint-Paul, on accompagne des projets, mais on n'a pas de parcours aussi structuré, aussi déployé dans ce sens. Et je pense qu'on a des collaborations possibles à établir et voir. Là, on voit qu'il y a de l'intérêt pour certains pays africains, notamment, peut-être qu'ils veulent déployer des projets de ce genre. Donc, je pense qu'il y a vraiment un filon à explorer de ce côté-là. Merci beaucoup à Cinéo pour toute l'initiative, l'idée d'organiser cette activité aujourd'hui. Nous avons fait un travail sur ça, et pour les commentaires, les questions, la préparation des rencontres, des démarchages et avoir animé la séance aussi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, on a enregistré cette séance qui va être disponible sur la chaîne YouTube de notre école d'innovation sociale par la suite. Puis, donc, c'est ça. Donc, je conclurai avec ça. Merci à vous en ligne. Bravo, Sarah. Merci. On a beaucoup appris aujourd'hui. Super.